Printemps 1864 à Munich. Tout juste monté sur le trône du royaume de Bavière, le roi Louis II fait quérir Richard Wagner. Le jeune souverain de 19 ans voue, de longue date, une véritable passion au compositeur né dans le royaume voisin de Saxe et âgé quant à lui de 51 ans. Publicité. Wagner avait justement bien besoin d'un mécène à l'époque. Wagner, couvert de dettes et désespéré, parcourt l'Europe à la recherche d'un mécène ou d'un directeur de théâtre qui ferait jouer ses œuvres. Le secrétaire privé du monarque, Franz Seraph von Pfistermeister, part alors à sa recherche. Nanti d'une missive du roi, où Louis écrit à Wagner qu'il vit depuis toujours sous le charme de sa musique, qu'il a lu tous ses livres avec une joie intense et qu'il ne rêve que de le rencontrer, d'une bague de rubis et d'une photographie de Louis II, celui-ci va parcourir les États allemands et la Suisse, à la recherche du musicien errant. Il finira par le découvrir dans une chambre d'hôtel à Stuttgart et le ramènera auprès du roi au château de Berg, raconte le psychiatre Jean Hadès dans son livre « Louis II de Bavière ». De la réalité à l'idéalisation romantique, paru en 1985. Leur première rencontre a lieu le 4 mai. Dès celle-ci, Louis II, en proie à une exaltation démesurée, témoignera d'emblée d'une affection possessive jusqu'à la tyrannie, poursuit l'auteur. Louis II dépense sans compter pour son « sublime ami divin », qu'importe les sombres affaires qui agitent alors le monde germanique, que l'existence même des États allemands soit mise en cause par les ambitions politiques de la Prusse, Louis II ne s'intéresse qu'à son cher Wagner. Il l'installe dans une villa, à 2 pas de son propre château, où il l'envoie chercher plusieurs fois par jour, même parfois en pleine nuit, pour le contempler et l'interroger, puis dans un somptueux palais à Munich. Il veut faire représenter ses opéras, projetant, à cette fin, l'édification d'un théâtre sur la rive droite de l'Isar, qui serait accessible par un pont monumental et une vaste avenue. Et dépense sans compter pour assurer le bien-être du musicien, qu'il nomme dans les lettres qu'il lui adresse, malgré leurs entrevues quotidiennes, l'unique, le saint ami adoré, le sublime ami divin, le tout, ou encore, l'adoré de mon âme, souligne Jean Hadès. La bourgeoisie munichoise s'inquiète, c'est à propos de Wagner que pour la première fois les Bavarois, et surtout la bourgeoisie munichoise, s'alarmeront des comportements de leur roi. Très vite, en effet, la prodigalité du musicien, le luxe tapageur dont il s'entoure à Munich, les dépenses que Louis II projette pour faire représenter ses œuvres vont indisposer la population munichoise, explique-t-il, ajoutant, sans doute aussi la bourgeoisie munichoise redoute-t-elle l'influence politique que Wagner, entaché d'une réputation de révolutionnaire depuis sa participation au soulèvement de Dresde en 1848, pourrait avoir sur le roi, lequel leur semble de plus en plus isolé, négligent, à cause du compositeur, la capitale pour ses châteaux de Berg ou de Hohenschwangau étant plus préoccupée de théâtre que des affaires politiques de son royaume. Une lettre d'adieu mais un culte toujours voué à Wagner tente et si bien que Louis II finit par ne plus avoir le choix. S'il veut sauver sa couronne, il doit éloigner son cher Wagner. Et le 6 décembre 1865, il lui écrit une lettre d'adieu. Ce qui ne l'empêchera pas de le revoir par la suite et de lui donner notamment une somme considérable pour la construction de son Festspielhaus, le palais des festivals, à Bayreuth. Et de rester totalement obnubilé par son œuvre au point de dédier la décoration de son château de Neuschwanstein, bâti à partir de 1869, aux héros de ses opéras, Lohengrin surtout, mais aussi Tannhäuser et Parsifal.